Salut les mouettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, outre nos instants de vie au camping, nous allons vous présenter différentes rubriques que vous retrouverez régulièrement dans nos vidéos. Alors il y a tout d'abord préparer son départ, par où commencer, suivi de nos chemins de traverse, et vous trouverez également notre petit jeu Kezako. Bien entendu, vous trouverez aussi le grimoire des chemins oubliés. Bonne vidéo à toutes et tous. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Salut les mouettes! Alors pour celles et ceux qui ont regardé la première vidéo jusqu'à la fin, vous avez pu voir le joli dessin d'Emma, une jeune demoiselle qui nous a fait ce cadeau lorsque nous sommes partis sur les routes. Merci encore du fond du cœur Emma. Si comme elle, vous souhaitez voir le dessin de votre fils, fille, petit-fils, petite-fille sur une vidéo, envoyez-le nous à notre adresse mail qui figure en dessous dans le descriptif. Il faut que la photo ou le scan du dessin soit de bonne qualité. Le dessin doit représenter des mouettes rieuses qui encouragent les autres mouettes, celles qui regardent nos vidéos, à s'abonner, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche. N'oubliez pas de m'indiquer le prénom de l'enfant. Alors il n'y a rien à gagner, si ce n'est le plaisir de voir les œuvres d'art de nos bambins mises à l'honneur dans une vidéo. Allez hop, c'est parti pour la suite. Aujourd'hui les coefficients de marée sont assez importants, alors je vous emmène voir là la grève à marée basse devant le camping. Ça sent la marée, c'est tonifiant. Je profite de cette petite balade pour lancer la première rubrique intitulée « Préparer son départ, par où commencer ». Dans cette rubrique, tout au long de nos vidéos, on va vous présenter les différents points à aborder avant de se lancer dans une vie nomade. Bon, par contre, gardez à l'esprit qu'il s'agit de notre expérience personnelle. Et si ça peut sans doute vous aider, il faut quand même l'adapter à votre propre situation. Nous vous parlerons également de notre préparation à tous les niveaux avant notre départ. Préparation administrative, médicale, matérielle et d'autres sujets émergeront sûrement au fil des vidéos. Alors le premier point que j'aimerais aborder est en fait une question à laquelle il est essentiel de répondre en toute sincérité envers soi-même avant d'envisager une vie nomade. Suis-je prêt ou prête à me séparer de tous mes biens, même ceux pour lesquels j'ai une tendresse, un souvenir, une affection particulière? Une vie sur les routes avec une caravane implique de conserver un minimum de choses. Alors vous avez un poids limite à respecter, et si comme nous vous avez le droit à 4 tonnes d'œufs tout compris, parce qu'on a le permis B96, c'est-à-dire voiture plus caravane, les 4 tonnes d'œufs, la limite est vite atteinte et une fois les indispensables chargés, il n'y a plus beaucoup de place pour le superflu. Et si vous avez un camping-car ou un van, regardez bien, parce que les charges auxquelles vous pouvez prétendre sont encore plus petites. Avec Pat, on a dû prendre sur nous pour certains biens, notamment des collections que nous faisions depuis plusieurs années. Alors il y avait des autocars anciens qui étaient vraiment magnifiques, des véhicules publicitaires super bien faits, les casques Star Wars, ça c'était pour moi parce que je suis fan de Star Wars. On avait aussi une chouette collection des motos de Rossi que j'ai suivi toute sa carrière. Donc tout ça, c'est pas facile à voir partir. Pat a vendu aussi une grande partie de son matériel de pêche, même s'il en a conservé un peu, parce qu'il exerce toujours son activité de moniteur guide de pêche. Tiens, au passage, une petite pub pour son site internet. Quant à moi, le plus gros déchirement, ça a été la vente de ma moto. J'avais une Kawasaki Z900 de 75, que j'avais depuis très nombreuses années et à laquelle j'étais profondément attachée. Mais pour une vie nomade, il y a des sacrifices à faire, surtout si vos revenus ne permettent pas la location d'un box pour entreposer vos biens, et surtout si la vente de ces biens, en fait, conditionne l'achat ensuite de ta caravane ou de ta voiture, parce qu'il faut une voiture capable de tracter ta caravane. Il y a donc une vraie question à se poser sur votre capacité à vous séparer de vos biens. Toutefois, il y a certaines astuces qui permettent d'emporter un peu plus que prévu. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, si après réflexion, la réponse est positive, alors foncez.
Par contre, si la réponse est négative, il faut oublier une vie nomade. Alors ce que je peux ajouter pour les indécis, et là c'est une réflexion personnelle, c'est qu'au fur et à mesure que la maison se vidait, et malgré quelques difficultés à voir partir certains biens, eh bien paradoxalement, j'avais l'impression qu'un poids, une angoisse disparaissait. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais je me sentais psychologiquement plus légère, plus sereine. Même si la liberté est toute relative, je suis convaincue maintenant qu'un coffre allégé, c'est déjà une âme qui respire mieux. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour notre première sortie en Bretagne, on a choisi de faire le tour de la presqu'île de Crozon en longeant la côte. Au passage, tiens, un petit coucou aux 2 îles que vous connaissez maintenant si vous avez regardé la première vidéo. Et un tracteur au milieu de la route. À mon avis, il doit être en train de remonter un bateau. Donc l'île de Trébéron à droite et l'île aux Morts à gauche. Là, en face, c'est Roscanvel. Alors, vous ne verrez pas tout ce qu'on avait filmé sur cette première destination. Mon téléphone a supprimé un paquet de photos et puis, je sais pas pourquoi. Mais bon, il m'en reste suffisamment pour vous montrer de chouettes endroits. Waouh, quel panorama! Là, on est à la pointe des Espagnols, la sentinelle de la rade de Brest. On surplombe une falaise là de plus de 60 mètres de haut. Et vous voyez au fond là, c'est la base sous-marine qui accueillait les U-boats pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on se met en surplomb là, de la batterie de côte, on se rend bien compte de la courte distance qu'il y a entre la pointe des Espagnols et le littoral brestois en face. En fait, il n'y a que 1,8 km. Ce goulet est l'unique passage pour se rendre dans la rade. Donc à l'époque, fallait demander l'autorisation pour passer, parce que sinon vous vous retrouviez sous les tirs croisés et de la batterie de la pointe des Espagnols et de celle qui était en face. Cette batterie de côte date du Premier Empire. Alors je vous ai fait un petit dessin style Age of Empire pour que vous puissiez mieux visualiser comment ça fonctionnait. Ou pas. Sur le même site, vous pouvez aussi voir ce canon gigantesque. Il date de la fin du 19e siècle et il est l'unique rescapé sur les 52 qui ont été produits. Alors pour vous donner une idée de son gigantisme, je vous donne quelques mesures. Il fait 10 mètres de long pour un poids de 48 tonnes. Et ça, c'est sans compter son affût qui fait 20 tonnes. Et pour en finir avec les chiffres, sachez qu'il fallait 5 minutes à 15 hommes entraînés pour charger des obus de 286 à 345 kg. Et en ce qui concerne les autres canons de même modèle que l'on trouvait un petit peu partout sur les côtes françaises, ils ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale et notamment à la bataille de la Somme. Et ceux qui ont résisté à cette première guerre, on les a achevés en les envoyant au centre d'essai de l'artillerie de marine. Alors la visite de la pointe des Espagnols s'arrête là. J'aurais voulu vous montrer le fort, mais quand on l'a visité, il était en rénovation. Si vous voulez savoir d'où vient le nom de la pointe des Espagnols, je vous invite à regarder le grimoire des chemins oubliés qui vous trouverez à la fin de la vidéo. Alors on était là sur le sentier pour se rendre au Fort Robert et voilà sur quoi on est tombé. Alors après quelques recherches, il s'agirait d'un char Panhard, un modèle EBR 1964. J'ai pas plus d'infos, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je pense que 1964 c'est pour son année, mais alors si c'est ça on est conscrit et j'espère que ma tuyauterie interne est meilleure que la sienne. Sinon ça sent le roussi pour moi. Non, au Fort Robert, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est noyé sous la végétation. Allez hop, on file plus loin, on va voir la batterie de Cornouailles. Et là, je vous vois venir les mouettes. Et non, on ne verra pas le professeur Lockhart, et non, on ne verra pas les petits lutins bleus de Cornouailles. Harry Potter, c'est la Grande-Bretagne, et ici, c'est juste Bretagne. Petit clin d'œil pour ceux qui auront la référence. C'est un site que j'aime beaucoup. La batterie est très bien conservée, elle date du XVIIe siècle. Et comme les autres fortifications, elle participait à la défense du goulet de Brest. Alors bien sûr, au fil des siècles, le site a évolué en même temps que l'armement devenait plus performant. Là, on peut observer un abri sous roc. Alors, c'était sûrement une niche à munitions. Là, on voit bien que c'est creusé à même la roche. Et c'est assez large, en fait.
Alors ce passage-là, il menait un projecteur expérimental mobile pour la défense nocturne du Goulet. On voit au sol les rails qui lui permettaient sa mobilité. Et la journée, on le tirait au fond de la pièce. Allez, un dernier petit coup d'œil au site avant de se rendre 67 mètres plus haut. Alors tout là-haut se trouve un abri bétonné allemand, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Je vais vous montrer une autre curiosité, enfin quelque chose que moi j'ai découvert et que je ne connaissais absolument pas. Alors je pense que mon ignorance va en faire sourire certains, mais bon, pour ma défense, c'est vrai que je suis plus une fille de la montagne qu'une fille de la mer. Et en parlant de la mer, tiens, justement, je vous présente la mer de Cornouailles. Mais c'est pas la mer comme on l'entend, c'est AMER. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors un AMER, ça sert à la signalisation et à la navigation le long des côtes. Alors il peut être naturel, des arbres, rochers, ou alors bâti, une tour, un clocher, un monument. L'essentiel, c'est qu'il soit identifiable sans ambiguïté. À la Pointe Saint-Mathieu, par exemple, où on vous emmènera prochainement, il y a plusieurs AMER. Il y a le phare, le sémaphore, la stèle, et en mer, il y a la tourelle des Vieux Moines. Ce sont des repères visuels en fait qui figurent sur les cartes marines. Ils ont un rôle important dans la navigation côtière et ils permettent aussi donc de déjouer tous les dangers qui guettent un bateau à l'approche des côtes. Les récifs, les hauts fonds. Bon allez, j'arrête de faire ma maline. Le tour de la presqu'île de Crozon, c'est fini là pour aujourd'hui. On verra la suite dans la prochaine vidéo. Allez hop, laissons la place aux autres rubriques. Et pendant ce temps-là, c'est l'effervescence dans l'Hermione. Résultat, une fracture de la griffe, une entorse d'un poil et une luxation de la moustache. Ah, les bienheureux. La rubrique Quesaco est faite pour vous présenter certains objets que nous utilisons dans notre vie sur les routes et au camping, mais pas forcément dans leur fonction première. C'est à vous de deviner comment nous les utilisons et de décrire ensuite dans le détail leur mode d'emploi dans les commentaires sous la vidéo. Nous vous présenterons également des objets insolites ou oubliés. Les réponses au Quesaco seront données dans les vidéos suivantes. Amusez-vous bien! Le premier objet que nous avons sélectionné est celui-ci. Alors observez-le bien. Et j'attends vos suggestions. La réponse vous sera donnée dans la prochaine vidéo. Bon, j'espère que ce petit jeu vous plaira. Pour nous, il est temps de passer à table, la blanquette de poulet est prête. N'oubliez pas de regarder le grimoire des chemins oubliés à la fin de la vidéo. Ils disent les mouettes et à très vite. Shows an open door. Come on, step through. A chance like the purest gold. Come on. Il est un cap sur la presqu'île de Crozon où la mer frappe la roche comme un tambour. Une pointe battue par les vents, redoutée des marins, convoitée par les rois. Sentinelle de la rade de Brest, on l'appelle la pointe des Espagnols. Et ce nom ne dit pas victoire, il dit mémoire. C'est un lieu rare où le souvenir de l'échec ennemi est devenu une forme de fierté discrète. Cette falaise est un livre de pierre où chaque époque a laissé son empreinte. En 1594, le royaume de France saignait. Des années de guerre entre la Ligue catholique et les protestants déchiraient le pays. Henri IV, protestant converti par nécessité au catholicisme, voulait rétablir la paix, mais la Bretagne résistait. Des navires venus de la couronne d'Espagne débarquèrent à la pointe même et les hommes posèrent pied sur la falaise en soutien des ligueurs brestois. Ils dressèrent une redoute, une forteresse de fortune, croyant faire plier
Henri IV par la mer. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette pointe n'était pas seulement un promontoire stratégique. Depuis des siècles, dans les entrailles de la roche, veillait une créature que nul canon n'effrayait. On l'appelait la Vouivre. Longue comme la nuit, parée d'un joyau rouge vif sur le front, elle est la gardienne de l'équilibre. Une nuit sans lune, alors que les Espagnols creusaient leurs fortifications, les sentinelles du rivage virent surgir une lumière écarlate entre les vagues, un éclat dans l'eau qui remontait des grottes comme un serpent de lumière. La peur s'installa et les hommes rêvèrent toutes les nuits d'une femme serpent aux yeux de braise. Affaiblis par des nuits sans sommeil, les Espagnols furent très vite chassés par les troupes du roi de France, aidés des Anglais. Avec le temps, la redoute s'effondra, mais comme un trophée, un souvenir, le nom perdura. Les siècles passèrent, avec son lot de guerre et d'horreur. Vauban couvrit la pointe de bastions, de batteries basses, de murailles prêtes à cracher le feu. D'autres envahisseurs y apportèrent d'autres canons, des blocos de béton, mais jamais la pointe ne fut vaincue. Tapie dans l'ombre des orgueils humains, invisible aux yeux des soldats, la Vouivre était présente dans chaque souffle du vent, dans chaque grondement de la mer sous la falaise. Elle veillait pour que l'histoire n'oublie jamais que cette pointe n'appartient à personne, ni aux rois, ni aux saints, ni aux empires, seulement au vent, à la mer et à la créature qui dort sous la pierre. Une pierre dressée au bord du monde pour dire « Ici, l'étranger n'a pas vaincu, la Vouivre veille ». Aujourd'hui encore, au détour d'un sentier, il arrive qu'un voyageur sente un frisson effleuré, non pas un vent, non pas une peur, mais un rappel doux et terrible que certaines terres ne se laissent jamais vraiment conquérir.